OK. Alors, donc, on va repartager cet écran. Voilà. C'est bon, ouais. Taraboko, où est l'écran, non? Ah, monsieur. Où est l'écran partagé, là? Monsieur? Où est l'écran partagé? Oui, oui. Continue du cours. Okay. Objectif du cours. Très bien. Alors donc, pour répondre à l'arrivée, Lydie, tu viens d'adopter comme ça. Ah, tu as bien. Bien. Alors, donc, pour ça, on va regarder l'observation de la Terre et la prise des décisions. On va essayer de faire le parallèle vraiment entre les deux. Là. Et encore une fois, c'est à travers des études de cas que nous allons parcourir cette leçon-là. Alors, donc, on va montrer comment est-ce que le comité d'observation de la Terre peut soutenir la prise de décision. On va présenter, comme je le disais tout à l'heure, quelques cas pratiques de l'utilisation de l'observation de la Terre pour la prise de décision. Et logiquement, vous devez être capable, à l'issue de ce cours-là, d'utiliser les données d'observation de la Terre pour conseiller les décideurs. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas vous qui prenez la décision, mais vous allez donner des conseils pour que les décideurs puissent prendre la décision en connaissance de cause. Alors, donc nous allons regarder juste trois aspects. Nous allons voir l'étalement humain. Nous allons présenter l'étalement humain d'une autre manière que ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà, c'est vraiment un cas très concret. On va voir également le suivi des affectations des terres et puis ce qu'on avait survolé un peu la dernière fois, la détection, c'est-à-dire qu'on avait cartographié les habitats illicites. Alors, donc, ici, on va voir comment les outils d'observation de la Terre peuvent aider dans ce travail. Alors, donc, en introduction, on va dire simplement que la planification du territoire est très importante parce que le territoire est là, mais il faut pouvoir l'aménager et dans le processus d'aménagement, il est clair qu'il faut une planification. D'accord? Cela va permettre justement de bien répartir les biens sociaux, soit dit en passant. Ici, on veut beaucoup plus faire allusion aux collectivités territoriales, par exemple, qui ont des administrés qui sont là. Les collectivités territoriales, et donc le territoire a un certain nombre de ressources qui sont à sa disposition. Il s'agit généralement des ressources naturelles, ou bien ça peut être des ressources financières engrangées par certaines activités qui ont lieu sur le territoire. Mais tous ces biens doivent être répartis de façon équitable. Et pour cela, il faut que les décideurs puissent être conseillés. Donc, c'est pour cela qu'il y a de nouveaux outils qui ont été développés pour aider les décideurs dans leur prise de décision. Donc, ça, c'est vraiment une introduction. Alors, j'ai directement à nos études. Alors, donc, le premier cas que nous allons voir, c'est au niveau de l'étalement urbain. Bon, j'explique déjà et puis on va. En fait, ça, c'était dans le cas d'un match que nous avons modifié, je crois, 2 ans. Voilà. L'étude s'est faite à BGV. Quel est le constat que nous avons fait? Nous avons fait le constat que il y avait vraiment un dynamisme, il y avait beaucoup d'activités au niveau du foncier, notamment au niveau de l'immobilier. On a demandé à cet étudiant-là de regarder quel pouvait être l'impact de toute cette activité-là sur les ressources forestières, les ressources végétales de la terre.
c'est vrai que quand tout le monde regarde, on dit, ah, oui, mais ça diminue, ça diminue. Mais il faut avoir des éléments scientifiques pour soutenir ce qu'on dit. C'est vrai qu'il y a l'observation, au-delà de l'observation, on doit prouver scientifiquement. Et en même temps, par derrière, puisque vous faites le parallèle avec ce cours, le maître de l'énergie, par exemple, vient au voir et dit, bon, c'est vrai que chez nous aussi, on construit tous les trucs là, les maisons là, ça pousse, c'est vrai, ça fait. Mais en même temps aussi, la forêt là, ça peut les diminuer. Et que bon, comment est-ce que pour nous permettre de mieux suivre, parce que dans tous les cas, on ne peut pas arrêter. Donc, comment faire pour gérer ça de façon rationnelle, de façon durable? Encore que, comme c'est le maire, il est un peu politique par derrière, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu la COP des villes. Donc, le gars dit, oui, écoutez, moi, mais les villes, c'est la ville, après, voilà. C'est la ville qui est dans la banlieue d'Abidjan, où il y a plein de développement, il y a beaucoup d'activités, nous faisons les choses. Donc, il vient vous voir pour vous puissiez. Donc, vous, en tant que géographicien, parce que comment est-ce que vous avez procédé? Donc, on l'a dit, vous votez bien les besoins. Ah, lui, il veut voir ce qui va se passer peut-être d'ici 10, 20 ans comme ça, au niveau de la commune, pour qu'il puisse montrer qu'il gère son espace de façon durable. Alors, donc, dès lors que c'est clair, un peu clair comme ça dans la tête, donc on a l'objectif du travail. Et ça sera pas l'objectif du travail. Parce qu'on a expliqué la chose de façon basique comme ça, voilà, parce que lui n'est pas thématicien, il n'est pas expert, enfin, voilà. Donc, lui, voici son problème qu'il a. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez donner comme objectif pour une telle étude, un tel travail qu'on vous demande? OK. La gestion durable. L'étalement urbain avec GLD. Oh, bon, d'accord, il y a des éléments qui sont dedans. Le bruit, quoi. Pendant qu'il cherche, Adengra et puis Karamoko, vous pouvez réagir à tout moment. Hein. D'accord. Lydie, tu peux reprendre ce que tu as dit là? Modélisation de la gestion durable de l'étalement urbain avec GLD. N'oubliez pas que le bonhomme, quand il est venu, il a expliqué ces choses. Il a dit quoi? Il a dit, ah, on construit beaucoup de maisons ici. Mais en même temps, je vois que mes ressources végétales là sont en train de diminuer. Donc, comme c'est en train de diminuer, je me dis, ah, d'ici 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, ta réponse, là, il y a un bon élément qui est dedans. C'est quoi? C'est modélisation. Parce que c'est la modélisation qui va permettre de voir de façon prospective ce qui va se passer. Donc, ça, c'est déjà. Mais l'idée initiale, ce n'est pas forcément l'étalement urbain là qui m'intéresse. Donc, en réalité, l'objectif de ce travail-là devrait être d'étudier l'impact de l'étalement urbain sur les ressources végétales. Voilà. Bon, vous voyez un peu. Bon, voilà. Comme ça. Alors, effectivement, c'est ce que nous avons essayé d'analyser les mutations, on essaie de voir. Donc, analyser les mutations environnementales liées à la dynamique urbaine, à l'aide de la théorie. Alors, donc, comme nous, on est spécialiste en occupation de, enfin, en télédétection, on sait que, bon, cette affaire-là, quand on parle de environnement, de végétation, de ceci, ce n'est rien d'autre que l'occupation du sol. D'accord? Donc, c'est là que dans la formulation, on a présenté ça. Alors, donc, elle a dit quoi? Modélisation. Donc, pour faire la modélisation, on va s'appuyer sur l'existant. Donc, l'existant, c'est ce qui est actuellement. Donc, ce qui est actuellement, c'est la carte d'occupation du sol. D'accord? Ça, c'est ce que l'on va faire. Alors, donc, en réalité, ce qu'on va modéliser, ça sera, on va modéliser l'occupation du sol à l'horizon, on va à un horizon.
Donc, pour ce travail-là, on l'a fixé là-bas à 2040. Donc, on dit que d'ici 2040, on va voir. Et donc, pour faire ça, il y avait un premier objectif qu'on a dû, c'était analyser la dynamique de l'occupation du sol là, pour un résultat depuis une certaine date jusqu'à présent. Parce que, c'est vrai qu'on veut voir ce qui se passe maintenant. Mais comme on a pour ambition de voir ce qui va se passer beaucoup plus tard, on ne va pas commencer maintenant seulement. On va voir ce qui s'est passé avant. Voilà, parce que on prend un enfant, on dit, mais écoutez, voici l'enfant, il a 5 ans. Comme ça. Il a, n'importe quoi, à 5 ans, il doit avoir autour de 1 mètre, 1 mètre 10 comme ça. Donc, quand il aura 15 ans, quelle taille il aura? Vous n'allez pas commencer à calculer à partir de maintenant. Il faut voir quand il avait 1 an, quelle taille il avait. Vous voyez un peu? Voilà, ensuite, l'évolution. Oui, si on voulait faire la dynamique d'occupation du sol de 2015 à 2020, on doit voir les années antécédentes. Bien sûr. Bien sûr. On a fait une évaluation de 3 périodes. Par exemple. Par exemple. Et là, quand vous allez faire votre cas d'occupation du sol, c'est vrai que vous serez un peu, vous pourrez être un peu embêté, puisque vous ne savez pas forcément ce qu'on avait à tel endroit à un certain passé. Maintenant, il n'y a pas de problème. Dès lors que les images des questions que vous avez actuellement, vous avez des repères sur ces images. Donc, c'est-à-dire que ce dont vous êtes sûr pour faire la vérité de terrain, normalement, c'est qui est là maintenant. D'accord? Je dis n'importe quoi, parce que voilà, je vous explique un peu. Certainement, les cours qui viennent là, il y a plein d'autres collègues qui vont venir s'attarder sur comment faire le traitement d'image. Donc, concrètement, comment ça se fait? L'image de télé, vous la téléchargez, vous faites un certain nombre de traitements. La première des choses, après, vous allez faire peut-être une classification non supervisée. Vous lui dites, bon, vous lancez la bruit, vous lui dites, bon, les éléments qui se ressemblent à tous les mettre ensemble. En réalité, c'est ça l'idée. Donc, en fonction de la réflectance et autres, tous ceux qui vont avoir, je dis n'importe quoi, une couleur marron comme ça, il va les mettre ensemble, ça va faire un élément, une classe d'occupation du sol. Ceux qui seront blancs comme ça aussi, ça va faire une classe d'occupation. Mais le petit problème qui est là, c'est que vous ne pouvez pas vous appuyer sur ça. Pourquoi? On va prendre un cas très simple. Quand, par exemple, vous avez une toiture, la toiture d'une maison. Quand le soleil tape, ça brille, non? Si vous avez en même temps aussi, on prend une petite maison, d'accord? Vous avez peut-être une voiture qui a à peu près la même dimension. Quand le soleil tape, c'est à peu près le même reflet là qu'on aura, la même représentation. Donc, comme les deux là vont se présenter, on va dire que c'est la même chose. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour cela que quand on fait la classification, il faut plutôt faire la classification supervisée. Pour dire que, quand je suis venu là, depuis mon laboratoire ici, j'ai dit que tous ceux-là, ils sont blancs comme ça, c'est la même chose. Donc, j'ai allé voir sur les clients. Quand il va se dire, attends, les deux ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Donc, en ce moment, on affine la classification. D'accord? Mais ça, c'est parce que vous avez les éléments à l'instant T pour faire cela. Mais ce qui est passé là, vous ne savez pas trop, non? Maintenant, il n'y a pas payé la vendeur. Il y a toujours des moyens qui existent pour nous permettre de faire. Alors, donc, c'est comme ça qu'on va. Donc, après avoir présenté notre affaire, on dit, bon, d'accord, on va. Quels sont les outils qu'on va utiliser? Bon, on a dit, puisqu'on a dit qu'on allait faire l'occupation du sol de 2009, je crois, à 2015 et puis à l'horizon 2040. Alors donc, pour ne pas rater, on a pu avoir des images avec un pas. Donc, on a eu une image de 1989, on a pris 99 il y a 6 ans. De 99, on a pris une image de 2008, ça fait 9 ans, ça fait pas les mêmes pas. Après, on a pris une image de 2016, donc vous avez vu que ça fait pas les mêmes 8 ans là. Et puis, on a pris une image de 2020. Pourquoi? Parce que, comme on est en 2020, on sait très bien que dans la zone, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a retiré un peu plus
les mailles. D'accord? Donc, ce sont ces images-là qu'on a utilisées pour faire la classification de l'occupation du sol depuis le début là jusqu'en 2020. D'accord? Maintenant, on a dû utiliser d'autres logiciels pour modéliser d'abord l'occupation du sol à l'horizon 2040 là, et puis ressortir la carte de l'occupation du sol à l'horizon 2020. Bon, donc voici la méthodologie que nous avons essayé de. Oui. Donc, on a réalisé dans un premier temps la carte d'occupation du sol de 1989 à 2020. Donc, avec plusieurs. Et on s'est rendu compte en faisant du travail qu'il y a eu ce qu'on appelle des mutations, des transitions. Parce qu'un objet qui est au début de grand outil, après, il va changer dans le temps. Donc, comment est-ce que la transition se fait? Donc, ça, c'est les marques de transition que nous avons dû ressortir. Et c'est en nous appuyant sur les différentes transitions qu'on a pu modéliser l'occupation du sol à l'horizon 2040. Parce qu'on dit, bon, prenons le cas de l'enfant que j'ai pris tout à l'heure. L'enfant, il a 5 ans, donc il va à quel âge, enfin quelle taille il aura à 15 ans. Mais quand on se rend compte, par exemple, de 0 à 2 ans, par exemple, il a évolué comme ceci. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait le lait maternel qui est très riche, il ne bougeait pas trop. Après, de 2 à 5 ans, on voit que maintenant il commence à courir un peu, il a les poussées dentaires qui commencent à le fatiguer un peu. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on met dans la machine. Maintenant, on dit, écoutez, de 5 à 15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en ce moment, on regarde de 5 à 15 ans, ouais, c'est vrai que là, maintenant, il devient très, très autonome, il va faire ceci, il va faire cela. Oui, donc, c'est pour ça que quand on regarde tel qu'il a évolué là, bon, on pense aussi qu'à un moment donné, peut-être on le met au basket où il va jouer un peu de trucs. Donc, bon, comme ce paramètre est pris en compte, il va atteindre tel stade, etc. Donc, c'est parce que justement, il y a des éléments entre les différentes périodes là, qui permettent de dire que, ah, tiens, si on évolue comme ceci, voici ce que je peux faire. Voilà. Bon, donc, au résultat, on a vu la carte de l'occupation du sol en 1949 et en 2020. Quand vous regardez par vous-même, vous voyez bien les changements. Hein. D'accord? Tu vois, le bâti, au départ, c'était ici seulement. Et là, maintenant, ça pratiquement partout. En même temps que le bâti avance, les plantations et la végétation vont diminuer de façon très, très sérieuse. Quand vous regardez, il y a quelque chose qui a été maintenu ici. La même chose là, c'est dû simplement au fait que dans la zone là, voilà, c'est une plantation industrielle. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est plus ou moins protégé, mais actuellement, là, les gens sont rentrés dedans. Ouais, les gens, il n'y a pas trop longtemps, j'étais dans la zone, et puis je vois des gens, des géomètres, là, ils sont dans une plantation de palmiers. Ils sont dedans en train de faire leur levée. Et les palmiers là sont tout coucou comme ça. Je dis, mais attends, il y a un problème. Quelqu'un qui commence à planter les, comment vous appelez là, les palmiers, qui sont si jeunes, il ne va pas venir vendre ce terrain parce que s'il voulait vendre, il n'allait pas venir investir dedans maintenant. Donc ça, c'est sûr que les gens vont te faire la payer. Il y a un autre phénomène encore. Vous êtes propriétaire de terrain comme ça, que vous pouvez dire, comme actuellement, je ne suis pas prêt, tu peux mettre une culture en place, comment valoriser la paix. Et quand le propriétaire est là, un matin, il se lève et dit non. Voilà, il n'y a pas encore la récolte, mais il te dit comme ça qu'il veut commencer à rechercher. Et là, ça arrive. C'est pas comme ça. Non, mais en fait, dans l'agriculture annuelle ou bien tu peux mettre du manioc, tu ne mets pas de farine. Ah ouais, parce que c'est une culture industrielle. Voilà, donc voilà, c'est ça. En fonction des cultures, déjà, ce sont des petits éléments que
il doit pouvoir nous alerter. Voilà, c'est ça. Alors, donc, quand on se balance tout ça, voilà. Alors, finalement, la carte qu'on a pu avoir à l'horizon 2040, vous voyez que même ça qui était bien très clair, ils ont commencé à rentrer un peu. Hein? Alors, donc, vous, en tant que géomaticien, quand vous avez fini ça, vous dites au monsieur le maire, en tout cas, à 2040, là, voici ce qui va se passer si rien n'est fait. Donc, voilà. Donc, ça est dans ta main, comme on dit. Ça, c'est à partir du mail satellitaire. Yeah. Oui, c'est un peu de modélisation avec l'histoire des chaînes de Markov, mais c'est pas. Qui ne va pas tout ça? Non, tu dis ce que pas. Bon, il ne faut pas que je dise comme ça. Peut-être qu'il peut, voilà, peut-être qu'il peut. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ce qui est plus facile à utiliser en gris, c'est vraiment les chaînes de Markov qu'on va faire sous Idrisi, parce qu'ils ont mieux développé ça. Quand j'étais en train de faire mon mémoire, on m'a dit comme ça que c'est pas parce que SF ne fait pas la répression linéaire, ne fait pas tout ça, mais il y a des logiciels vraiment qui ont été conçus pour ça et pour la précision. Au lieu de faire ma régression linéaire avec SF, je faisais sous R. Et je fais avec R, mais je vérifie avec SS ou SS, je me sors bien au fur et à mesure. Mais j'ai dit dans mon mémoire que j'ai travaillé avec R. Et ça te permet aussi de vraiment dire à tout le monde que je maîtrise plus ou moins un certain nombre de logiciels. Voilà, effectivement, c'est bien dit. Parce que c'est ça, tous les logiciels sont là, mais bon, dès le départ, ce pourquoi ils ont été conçus, ils sont plus coordonnés. C'est comme nos smartphones et autres, c'est vrai. On fait des photos avec ça, quand tu apprends les sens sur les images, encore. Mais ça ne sera pas la même qualité que lorsque tu apprends une tablette ou bien un appareil photo professionnel qui est dédié pour. Alors, donc, ça vraiment, je me suis attardé un peu sur ça, puisque ça, c'est quelque chose que, voilà, moi-même j'ai pratiqué. Mais bon, à côté de ce que moi-même j'ai pratiqué, on a des collègues également du CURAT qui ont travaillé sur le suivi de l'affectation des terres, d'accord? Et ça, c'est, je crois, avec le premier Fernand et autres. Donc, il s'agissait, c'était dans le cadre d'un projet de mettre en place un système de suivi de l'affectation des terres. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on sait bien que dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les gens rentrent sérieusement dans les forêts classées pour faire du cacao et autres. D'accord? Et alors que les organisations internationales donnent beaucoup de sous à la Côte d'Ivoire pour protéger justement ces aires-là, ces aires protégées. Alors, il était question de mettre en exergue les zones de forêt classées là qui étaient plus exposées aux activités agricoles. Alors, donc pour y arriver, les collègues ont dû utiliser des images satellitaires, notamment les images Sentinelle et Spot. D'accord? L'idée, c'était de cartographier les différentes exploitations agricoles qui conduisaient à la baisse à cette régulation forestière. Parce que justement, on sait bien que la forêt là-bas là, a diminué parce que les gens font des activités agricoles là-bas. C'est vrai que les gens mènent des activités agricoles là-bas, mais pour mieux réguler cette situation, il faut savoir ce que les gens mènent comme activité agricole, ce qui est plomb. D'accord? Et donc, à travers ces images, il y a quand même, je pense qu'il y a une discrimination qui a pu être faite entre les différentes cultures pratiquées dans la zone.
Alors, donc, voici les images qui ont été utilisées. Ah, sorry. Voilà. Donc, on a pris les Landsat, puisque c'est que la cartographie de poissons du sol a commencé depuis les années 80 jusqu'à présent. Donc, un peu comme tout à l'heure, pour voir la dynamique, il faut aller par derrière. D'accord? Alors, donc, vous voyez que tout ça, ce sont des images Landsat qui sont là. Mais en fonction du temps, les images Landsat ont évolué. Comme ça que vous allez voir TM, ETM+, OLI, voilà. D'accord? Donc, en 86, c'était TM qui était là. Après, en 2001, on était dans ETM+, et puis depuis 2015, quand même, on est passé à OLI. D'accord? À côté de cela, on a utilisé, enfin, ils ont utilisé aussi les données Sentinelle. Vous voyez bien que ce n'est pas la même résolution spatiale. On a 30 mètres et puis 10 mètres. D'accord? Et puis, des images spot également ont été utilisées avec une résolution de 5 mètres. Donc, ça veut dire que ça permettait de voir beaucoup plus de détails. Alors, donc, comment est-ce que ces images-là ont concrètement été utilisées? Au niveau de la méthodologie, alors, dans un premier temps, les collègues cherchaient à étudier les différents changements d'application. Puisque c'est vrai, c'est la même terre qu'il y a. Mais sur cette terre-là, aujourd'hui, on peut faire du manioc. Demain, on va faire du lignal. Donc, pendant ce temps-là, c'est que pendant toutes ces années, les gens essaient de voir un peu quels sont les changements qui ont été faits en termes d'appréciation des terres. C'est-à-dire que est-ce que les terres sont restées forêts de culture, ou bien quand c'est passé végétation, quand c'est passé zone de culture, est-ce que ce sont les mêmes zones qui sont restées pendant tout ce temps? Donc ça, c'était vraiment ça. Et donc pour cela, il y a eu le traitement des images, il y a des données de terrain qui ont été collectées, il y a la cartographie qui a été faite et puis aussi l'évaluation de la déforestation. Alors, on a dit qu'on allait regarder les types de cultures qui étaient faites. Alors, donc, justement, pour cela, ce sont les images et les spots là qui ont été utilisés parce qu'elles ont une motion très fine. On peut quand même détecter un certain nombre de choses, contrairement à une image de 30 mètres où on a du mal à discriminer les cultures. Alors, donc, alors, aussi, le suivi annuel des surfaces forestières a été fait. Et donc, en faisant le suivi là, il y a une analyse, enfin, cela est passé bien sûr par une analyse des massifs forestiers. Donc là, c'est des thèmes assez techniques, mais quand vous allez vraiment rentrer dedans, je pense que vous allez voir. Et tout cela a permis d'avoir quand même un certain nombre de résultats. C'est dit que les principaux résultats qui ont été obtenus, c'est que, à travers cette étude, on a vu comment est-ce que le couvert forestier a évolué, ça c'est le cas, et comment est-ce que les terres ont été affectées en fonction des différents types de cultures. Voilà. Donc, tout ça. Et en termes de recommandations ou bien de conseils, il a été proposé cette méthode-là pour permettre de suivre les ressources forestières dans la zone là-bas. Parce que les agents des eaux et forêts, ils sont là, ils ont leur véhicule, ils se promènent comme ça. Des fois, on griffe un peu à l'aveugle ou bien. Oui. Voilà. Non, mais ils font, on ne peut pas dire peut-être. Ils sont là, ils s'arrêtent sur une piste. Voilà. Et puis, le gars, ils se disent que il y a encore de la forêt. Pourtant, le gars a détruit une bonne superficie. Il a laissé juste une clôture de 2 mètres, 3 mètres de forêt. Et ici, je ne vois pas tant que tu repars. Alors que, bon, des fois aussi, ils ont un peu peur de rentrer parce que c'est des zones un peu dangereuses aussi. Souvent, il y a les zones pailles. Il y a des gens qui sont très armés, qui sont armés, tout ça. Alors que, bon, justement, donc, vous voyez qu'avec vos images de détection, l'attaque en haut, tu vois que
Et il y a des méthodes assez simples qui permettent de détecter des habitats. Je pense qu'on va voir ça tout à l'heure. Dans la forêt. Comment tu savoir comment on fait? Ouais. Tu imagines. Trop. Oh non, le drone même là, tu as volé trop bas. Tu prends une image satellitaire qui est en haut là-bas. Bien. Alors, donc, je vais vous donner une petite photo, c'est simple. On est dans une zone, on appelle que c'est la forêt. Normalement, la forêt, elle faut toutes les chansons. Mais lorsque, dans cette design-là, en regardant bien, vous voyez que il y a déjà un petit trou au milieu avec des, voilà, avec des voies, c'est qui doit avoir un gros village là. Puisque les gens passent là pour aller, il y a dans le cerveau des voilà, des pistes, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait un peu l'interprétation de l'image. Voilà. Donc, les logiciels ont permis de faire le suivi annuel des choses. Là. Puis, Monsieur, yeah. dans la même problématique, on peut utiliser deux différents satellites. Oui, mais dans ça, là, on avait utilisé plusieurs types. On a utilisé Sentinelle, on a utilisé même Spots à 5 mètres de résolution. On a même utilisé les Landsat. Après, monsieur, il faut comparer les informations. Voilà, il y a des informations. Il y a des informations qui peuvent être bien perçues sur un certain type d'image et moins avec d'autres. Voilà. OK, voilà. Donc, on parlait tout à l'heure d'habitat illicite là. Bon, ça, c'est une étude qui a été faite un peu loin d'ici quand même. C'était, je pense, en Guyane là. Donc, en termes de données, ils ont pris des images très haute résolution. Et donc, c'était Landsat 5, pardon. Landsat 5, c'est ETM. C'est à peu près pareil, voilà. Donc là, eux, ils ont, au lieu de faire une cartographie, je vais dire, un peu simpliste, ils ont plutôt cherché à calculer des indices. Des indices que sont les NDVI et puis les NDWI. D'accord? Et avec ces indices-là, ils ont établi des seuils. Ce qui leur a permis d'isoler un certain nombre d'informations. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que des fois, lorsque vous faites votre traitement, il faut appliquer des masques. Pourquoi? Parce que la Terre est là, il y a beaucoup d'informations en même temps. Et des fois, les informations sont en griffe un peu redondantes. Et puis, d'autres fois, ça a tendance à masquer des informations capitales. Donc, je dis n'importe quoi. Si vous, par exemple, vous êtes vous travaillez par exemple dans les mines, ce qui va vous intéresser, ça sera, bon, puis vous cherchez par exemple une minéralisation aurifère. Donc, ce qui va vous intéresser, vous allez chercher peut-être les filons de quartz. C'est ce qui va vous intéresser. Contrairement à quelqu'un d'autre qui cherche n'importe quoi, du pétrole qui va s'intéresser aux argiles et autres, donc vous voyez que vous n'êtes pas la même chose. Donc, du coup, tout ce qui peut vous permettre de déceler les argiles qui vont vous distraire, vous mettez ça à côté. Vous faites un filtre. Voilà. Puis, voilà. Donc, c'est ce qu'ils ont fait pour leur permettre de sortir l'information recherchée. Et puis, ils ont eu des résultats où, à travers leurs résultats-là, ils ont réussi à cartographier des sites d'orpaillage clandestins. Ça, c'est quelque chose également qui se fait ici. Actuellement, vous savez que les gens sont en train de lutter fort
contre l'orpaillage clandestin. Là. Alors, donc ça, je pense que la méthode qui a été utilisée dans cette étude-là peut effectivement aider les collègues qui travaillent sur cette thématique-là. Parce que, surtout chez nous ici, dans l'orpaillage clandestin, hein, les gens se mettent généralement le long des cours d'eau ou des choses comme ça. Alors, donc, si à travers l'image satellitaire, là, vous réussissez à ressortir les cours d'eau, c'est déjà un premier point. Et les gens sont très malins. Des fois, ils ne vont même plus, c'est-à-dire qu'ils ne se limitent même plus au cours d'eau. Mais comme avec le travail, enfin avec l'habitude, ils ont des réflexes qu'ils ont acquis. Donc, quand ils regardent l'environnement, ils pensent que là, ils peuvent aller, aussi bien qu'ils vont commencer à faire des trous, plus de trous. On voit qu'ils n'est plus sur l'eau là-bas, ils vont. Mais ils sont là, ils font des trous. Alors, donc, avec les images satellitaires, notamment avec les indices, comme c'est qu'ils ont fait, nous sortons les NDV, les NDWI, comme ce sont des environnements privilégiés pour la mise en place de ces puits d'or que les gens recherchent là. Et donc, voilà, vous allez identifier ces zones-là. Et encore, comment est-ce que vous allez savoir effectivement que c'est un site d'appareil? Parce que l'image satellitaire ne va pas vous dire que c'est un site d'appareil clandestin. Mais vous, dès lors que vous voyez que, en fonction du NDVI que vous avez trouvé là, le NDWI, ça, en tout cas, c'est un environnement où on pourrait avoir une minéralisation aurifère, par exemple. Et que par derrière, vous voyez que c'est dans la brousse là. Et puis, comme j'ai dit, on voit une tache blanche là avec des pistes. C'est qu'il y a une activité qui se déroule là-bas. Donc, en ce moment, nos amis, par exemple, les forestiers là, on peut leur dire, ah, les gars, vraiment, allez-y, là-bas, avec des réchauffements, quand ils se font accompagner par les gendarmes qui sont un peu plus costauds. Mais généralement, les gens sont tellement prêts. Il y a quelques années de cela, je crois que ça va faire 4 ans, si je me trompe pas. Quelque part à Korogo, il y a un suicide de gendarmerie ou quoi, là, qui a été abattu comme ça. Parce qu'ils ont fait une descente musclée. Bon, apparemment, ils n'ont pas pris trop de précautions. Dès que les gens les ont vus en même temps, ils les ont arrosés. Bon. Ah oui, mais quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct, alors là, il faut être vraiment prêt. Voilà, donc les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pour, voilà, pour cette journée-là. Et je pense que ça sera, comme je disais, le dernier cours. Les activités, je vous les avais envoyées, je pense. Mais pour la leçon 3, il y a eu quelques petits ajouts. Donc, je vais tout à l'heure là vous donner le. Je vais vous donner tout à l'heure le. Voilà. OK. Alors, donc, je disais tout à l'heure, je vais vous donner le bon fichier pour le chapitre 3. Là. Et puis, on va mettre ça sur la.